Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Le futur dialogue national au Tchad, le Premier ministre pose les bases. Albert Pahimi Padaké souhaite que toutes les couches sociales soient représentées. Le Sénégal se dirige vers le lancement de la campagne de forage, concrétisant ainsi le projet et la première phase du développement du champ de Sangomar. Une redevance passager collectée à la source lors de vos prochains déplacements aériens. Entrée en vigueur au Gabon de la taxe passager dès le 27 juillet 2021. Explication à suivre dans ce journal. Sur fond d'une nouvelle crise diplomatique occasionnée par le contentieux au Sahara, l'Algérie décide de rappeler son ambassadeur basé à Rabat, la capitale marocaine. Décision actée dimanche, un rappel qui fait suite aux propos du représentant de la diplomatie marocaine aux Nations Unies défendant le droit à l'autodétermination de la Kabylie en réponse à l'appui de l'État algérien aux indépendantistes du Front Polisario. C'est la première fois qu'un diplomate marocain exprime publiquement son soutien au séparatisme kabyle. Le ministère algérien des Affaires étrangères dénonce des propos inadmissibles. Au Tchad, le Premier ministre de transition Albert Pahimi Padaké a rencontré il y a quelques jours différents acteurs politiques. Une rencontre dans le cadre de l'organisation du dialogue inclusif. Le gouvernement plaide en faveur d'une participation du plus grand nombre de représentants à ce dialogue, étape clé de la transition. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan. Au Tchad, le gouvernement de transition a appelé les forces vives de la nation à participer à l'organisation d'un dialogue inclusif. Selon le Premier ministre Pahimi Padaké Albert, les Tchadiens attendent un dialogue franc et sincère, basé sur l'unité nationale et la stabilité, en vue d'écrire une nouvelle page de l'histoire du pays. Il estime que le dialogue est primordial pour aller vers les élections libres, transparentes et apaisées. Les Tchadiennes et les Tchadiens, tout courant confondu, sont spontanément et profondément convaincus aujourd'hui que le dialogue inclusif est la meilleure voie, plutôt la seule voie pour une conclusion heureuse de la transition en vue des élections libres, démocratiques et transparentes capables de garantir la paix dans notre pays. Le gouvernement de transition estime qu'il faut préserver les acquis politiques, démocratiques et sécuritaires pour prouver au monde que le peuple tchadien aspire à la paix et au progrès. Une vision partagée par des acteurs de la société civile et partis politiques qui ont à cet effet exigé une transparence absolue dans l'organisation de ce dialogue national censé jeter les bases des nouvelles institutions de la République. Notre première chance, c'est que les Tchadiennes et les Tchadiens, par-delà leur diversité, sont fiers d'être Tchadiens et ont un attachement instinctif à l'unité nationale. Notre unité domine de loin nos divisions. L'annonce gouvernementale semble avoir apaisé les tensions sociopolitiques dans le pays. Elle a de facto relancé les pourparlers en vue de la mise en place d'un comité d'organisation consensuelle de ce dialogue très attendu. Les organisations de la société civile et les partis politiques ont 2 semaines pour désigner leurs représentants au comité. Dans l'actualité également, la justice égyptienne a procédé à la libération dimanche de 6 militants des droits de l'homme détenus pour certains depuis 2 ans et 3 ans pour d'autres. Parmi les personnes à présent libres figure l'activiste Isra Abdel Fattah, l'une des fondatrices du mouvement de contestation du 6 avril, un mouvement qui avait déclenché en 2011 le soulèvement contre l'ancien président Hosni Moubarak. Les violences sexuelles ne cessent de se multiplier en République démocratique du Congo, surtout dans les zones où l'instabilité règne depuis des décennies. Les victimes, elles, et malgré leur nombre extrêmement alarmant, ne sont pas prises en charge. L'ONG Médecins sans frontières, qui a reçu sur la seule année de 2020 11 000 victimes, est l'une des rares structures qui tentent
de leur venir en aide. C'est un sujet de Philomène Tine et Samantha Saberou-Saboubanga. 30 victimes par jour, c'est près de 11 000 victimes de violences sexuelles qui ont été reçues par les structures soutenues par Médecins sans frontières en République démocratique du Congo en 2020. C'est ce que révèle avec beaucoup d'indignation l'Organisation médicale et humanitaire internationale dans son récent rapport intitulé « La double peine ». Une double peine infligée à 6 des 26 provinces de la RD Congo où le viol, comme arme de guerre, rythme le quotidien des femmes depuis de nombreuses années. La double peine, c'est d'abord la violence physique et physiologique vécue par ses victimes. Et derrière cela, les conséquences à moyen et long terme qui créent la stigmatisation, l'exclusion sociale et pour certaines de ces victimes, la perte de leurs moyens de subsistance. L'ampleur des violences sexuelles en RD Congo n'a de cesse d'être dénoncée par de nombreux acteurs nationaux et internationaux. Et pourtant, l'omerta sur les condamnations continue de peser. La première responsabilité incombe, n'est-ce pas, au gouvernement congolais. Je pense que véritablement, le gouvernement congolais n'a pas mis en place une véritable politique de lutte contre ces violences sexuelles. La lutte contre les violences sexuelles, ce n'est pas de prendre en charge avec des petites politiques, mais c'est de mettre en place toute une politique où la lutte contre l'impunité est efficace. Et quand on dit lutte contre l'impunité, c'est que les commanditaires de ces violences-là, qu'ils soient systématiquement arrêtés, poursuivis devant la justice, condamnés, et qu'il y ait réparation. Quand on dit réparation, ce n'est pas réparation des ONG, c'est réparation de la prise en charge de l'État avec des politiques, de réparation psychologique et même des réparations aussi financières. D'après un rapport de l'ONU, Organisation des Nations Unies, la plupart de ces actes sont commis dans le cadre d'opérations militaires menées par les forces armées qui opèrent dans le pays. En 2020, une victime sur 5 reçue dans les structures appuyées par Médecins sans frontières était mineure. Démarrage prochain de la campagne de forage des puits de la première phase du développement du champ Sangomar situé au large des côtes sénégalaises, une étape majeure dans la mise en œuvre de ce projet capital pour le développement de l'industrie pétrolière au Sénégal. Philomène Tine. La compagnie pétrolière Woodside et la Société des pétroles du Sénégal, Petrosen, ambitionnent de produire le premier baril de pétrole sénégalais en 2023. Les deux partenaires comptent entamer ce mois de juillet la première phase de la campagne de forage sur le champ de Sangomar. 23 puits sous-marins seront développés, de même qu'un réseau d'infrastructures sous-marines du champ situé au large des côtes sénégalaises. Le pétrole de Sangomar se trouve à peu près à 3000 mètres du niveau de la mer. Cette phase de forage de 23 puits pétroliers, qui est une étape décisive pour s'acheminer vers le premier baril. Elle préfigure un peu la phase d'exploitation à proprement parler. Évidemment, c'est une phase qui est importante et elle augure effectivement d'un regain d'activité dans les mois à venir. Les réserves de pétrole des deux gisements offshore et offshore profond sont estimées à 2,5 milliards de barils. Le Sénégal espère sortir entre 100 000 et 120 000 barils par jour des gisements de Sangomar offshore profond et Sangomar offshore. Le projet de Sangomar est capital pour le pays. Il fait partie des 4 sites de pétrole découverts pouvant lui permettre d'intégrer l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole. Pour un premier baril en 2023, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que prévoit le planning des sociétés qui opèrent sur Sangomar. Maintenant, il faut dire que nous traversons une période assez particulière. Et donc, comme c'est une industrie qui est tout à fait nouvelle à nos yeux, il s'agirait effectivement pour le privé national de bien se préparer. En quoi faisant? Ce qu'il était vraiment souhaitable de faire, c'est d'aller voir dans les pays où l'activité pétrolière et gazière est en plein développement, de rencontrer le privé de ces pays engagés dans cette activité. La première phase du projet portera sur l'installation d'une unité autonome flottante de production, de stockage et de chargement. Une flotte de 3 navires de ravitaillement et de 3 hélicoptères supportera les navires de forage en assurant le transport des matériaux, équipements et personnels nécessaires à la campagne. Le Gabon met en place une redevance passager directement collectée à la source. La mesure, restée un moment en gestation, entrera officiellement en vigueur le 27 juillet. Sont concernés par cette taxe dénommée redevance passager
Des voyages non seulement domestiques, mais aussi ceux à l'international. Marie-Raphaël Antolo. Au Gabon, les compagnies aériennes et les sociétés émettrices de billets d'avion devront dorénavant s'acquitter d'une nouvelle taxe dénommée redevance passager. Cette nouvelle forme de taxe est collectée lors de la vente des billets d'avion auprès des passagers des vols commerciaux à destination ou en partance du Gabon. Pour cette année, le Gabon envisage maintenant aménager l'aéroport Léomba de Libreville. Et pour cela, le gouvernement a regardé à gauche, à droite, n'a pas trouvé de financement, a estimé donc que c'est le consommateur final qui devait le faire. Et la démarche qui consiste à instituer donc une redevance passager est proche de ce qu'on a vu en Afrique centrale, mais ça ne s'applique pas de la même façon. Dans un pays comme le Cameroun, par exemple, il y a ce qu'on appelle la taxe aéroportuaire. Si vous voulez faire un vol domestique donc à l'intérieur du Cameroun, vous payez 1000 francs par billet d'avion par passager. Si c'est un vol à l'international, vous payez 10 000 francs. Et pour le cas du Gabon maintenant, c'est un peu au-dessus de cela. Selon ce communiqué, le gouvernement gabonais a décidé d'appliquer la redevance passager pour contribuer au financement du projet d'aménagement de l'aéroport international Léomba de Libreville et ses environs. D'après les lignes instructives de la nouvelle taxe, pour les vols d'une durée excédant de 2 heures, les redevances sont fixées à 32 798 francs CFA par passager en classe économique, 39 357 francs CFA en classe d'affaires et 65 596 francs CFA en première classe. Quant au vol de moins de 2 heures, les redevances sont fixées à 26 239 francs CFA par passager en classe économique, 32 798 francs CFA en classe d'affaires et 42 638 francs CFA en première classe. C'est une démarche pour le Gabon de chercher les financements pour pouvoir aménager et étendre l'embarcadère, l'aérogare, la plateforme de transport des passagers, Léomba, l'aéroport Léomba de Libreville. Si effectivement cet argent est mobilisé pour cette cause, vraiment c'est encouragé. Notons que l'entrée en vigueur de cette nouvelle obligation fiscale fait suite à l'arrêté signé le 27 avril dernier par les ministres de l'économie et de la relance Nicole Janine Robotimbo et celui des transports Brice Constant Payat. La taxe prendra par ailleurs effet dès le 27 juillet 2021. Explosion des cas de Covid-19 ces dernières semaines au Rwanda avec environ 800 nouveaux cas par jour. Sur place, les hôpitaux sont submergés. Et raison pour laquelle, et afin de lutter contre la propagation, depuis samedi, les transports publics sont arrêtés, les bureaux des entreprises et des administrations sont fermés, ainsi que les établissements scolaires. Reportage de Fraternanda Kaisenga. Voici le nouveau visage de l'un des endroits les plus actifs de la ville de Kigali. Au matin de ce samedi 17 juillet, premier jour du nouveau confinement. Les rues sont presque vides et le peu de passants doivent présenter permission de sortie aux policiers omniprésents dans les rues de Kigali. Quelques heures avant le début du confinement, la gare routière de Nyabugogo, la plus importante du pays, était bourrée de monde malgré les restrictions de mouvement. Je ne peux pas rester confiné à Kigali car je ne pourrai pas trouver à manger sans travail. J'ai entendu dire qu'il y avait des bus pour déplacer les gens, mais ça fait 2 jours que nous sommes ici à attendre sans savoir si nous allons pouvoir rentrer. Je dois rentrer pour aller voir mes enfants. On ne peut pas être confiné dans 2 endroits différents alors que je n'ai plus de travail ici dans la ville. Difficulté de mouvement ou encore arrêt de toute activité qui n'est pas jugée nécessaire, c'est le prix à payer pour baisser les nouveaux cas de contamination et le nombre de personnes qui succombent au Covid-19. Selon le ministère de la Santé, le nouveau confinement pourrait faire baisser ce nombre de 60%. Depuis le mois de juin, nous avons enchaîné une série de mesures de lutte contre la propagation du virus, mais la situation allait de mal en pis. Le nombre de nouveaux cas et de décès a augmenté d'une façon drastique et nous ne pouvions pas rester les bras croisés, d'autant plus que nous avions appris la présence de plusieurs mutations du virus comme le variant indien Delta. D'une trentaine de cas de contamination au début du mois de juin, le Rwanda est passé à près de 2000 nouveaux cas par jour à la mi-juillet. Pendant 10 jours depuis ce 17 juillet, 11 districts sur 30 que compte le Rwanda seront en confinement total, une durée qui pourrait être rallongée en cas de non-amélioration.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.